Bonjour et bienvenue sur l'émission Regard citoyen de terramagazine.fr. Nous sommes venus aujourd'hui à Corbeil rencontrer Madame Véronique Lehmann, qui est une femme politique d'origine camerounaise, qui est membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Madame Lehmann, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. La première question, c'est de vous présenter et votre parcours personnel et qu'est-ce qui vous a emmené vers la politique. Je suis d'origine camerounaise. Quand je me suis mariée, j'ai eu la nationalité française. Je suis juriste de formation, directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social. Quoi vous dire d'autre? Donc voilà, je suis en politique depuis à peu près 23 ans au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai été tour à tour vice-présidente de la sous-section Paris-Sud, secrétaire permanente. Ensuite, je me suis mariée, j'ai fait une préparation de concours administratif une fois que j'ai obtenu la nationalité. Ensuite, je suis entrée à l'École nationale de la santé publique, qui est une branche de l'École nationale d'administration qui forme les directeurs d'hôpitaux. Et je suis directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social depuis janvier 2004, puisque je suis entrée à l'école en janvier 2002. Donc, je suis sortie 12 ans après. À la sortie de l'école, donc j'ai occupé le poste de directrice adjointe chargée du pôle adolescent. Je m'occupais des 14-21 ans, tous les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc j'avais les 6 structures d'adolescents de la Seine-Saint-Denis, 4 structures de filles et 3 structures de garçons et une structure de jeunes majeurs. Voilà, et en même temps, je faisais la politique au RDPC. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, vous tombez bien, je suis déléguée à la communication, c'est-à-dire porte-parole du RDPC en France. Voilà, de manière brève, comment je peux vous résumer une longue et riche vie. Est-ce que vous avez des personnalités politiques qui vous sont chères, qui vous ont aidé à trouver votre chemin politique? Alors, mes rapports avec la politique sont un peu contradictoires. J'ai eu un bel oncle, comment je pourrais l'appeler? Il y a un premier ministre, un ancien premier ministre camerounais, qui s'appelait André-Marie Mbida, qui était quelqu'un de très pragmatique, qui était quelqu'un de nationaliste un peu, qui aimait beaucoup le Cameroun, qui a épousé une cousine à mon père, une cousine éloignée à mon père, Madame Marguerite Mbida, qui nous a, comme ça, dès l'enfance, nous a aidé à avoir une oreille politique. Et donc, je pourrais dire que cet homme-là a perdu la vie en politique de manière un peu regrettable. Voilà, mais je pense qu'il a impacté notre département, ma famille, au niveau politique. On a vu le bon côté de la politique et le mauvais côté de la politique. Qui je vous citerai d'autres. Je viens de vous citer la ministre de la Promotion de la Femme. Voilà, j'ai peut-être un ministre qui est en même temps membre du RDPC, membre du comité central du RDPC, qui pour ma part a influencé la femme politique que je suis aujourd'hui par son militantisme, M. Ona Grégoire, qui est vraiment un militant assez pointu et convaincu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est un travailleur acharné, qui croit vraiment à ce qu'il fait. Voilà, et puis le président Paul Biya. Le président Paul Biya, parce que, comme je vous disais, j'ai eu la chance de le rencontrer, que je connais un petit peu certains membres de sa famille, que j'admire le parcours qu'il a eu, de là où il vient, de ce qu'il a pu avoir comme parcours scolaire, professionnel, son intelligence, comment vous dire, son humilité. Alors pour le coup, c'est dommage que les Camerounais ne connaissent pas vraiment cet homme, d'où il vient, parce que c'est un président qui fait travailler sa famille, comme vous et moi. Ils vont travailler tous les matins. Voilà, c'est rare en Afrique. Vous savez, il y a des présidents qui font vivre leur famille avec les frais de l'État. Or, certains membres de la famille du président Paul Biya travaillent comme vous et moi, ils travaillent dur,
pour pouvoir gagner leur vie. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me frappe, parce que je suis allée voir certains pays d'Afrique où j'ai vu le pouvoir qui était familial et les ministres, et voilà, où les gens vivaient vraiment sous le coup de l'État. Donc ça vaut le coup que les Camerounais aillent voir certains pays d'Afrique. Pour le coup, ils seront choqués de voir des cités familiales où des ministères, des neveux, des tantes utilisent l'argent de l'État. Quand je vous dis ça, je ne citerai pas le pays, mais c'est vraiment choquant. C'est un homme qui est humble. Quand vous allez là où il habite, la résidence présidentielle dans son village, il n'y a pas un aéroport copieux. Or, je suis allée dans les pays d'Afrique où j'ai vu des aéroports qui étaient plus développés que des aéroports internationaux des villes. Donc, je peux vous dire que les Camerounais ont beaucoup de chance d'avoir cet homme-là, qui a un sens de l'éthique, qui est humble, qui est détaché de l'argent, qui n'agit pas comme certains nouveaux riches, comme certains... Voilà. Vous avez un rapport assez personnel avec Paul Biya? Je ne dirais pas un rapport personnel, je l'ai rencontré une ou deux, trois fois au moment de ses visites en France. Ce sont des rapports professionnels, mais j'ai une admiration personnelle pour les fonctions qu'il a, parce que moi, au niveau de la direction d'un hôpital ou d'un établissement, je vous décrivais tout à l'heure, quand on a des responsabilités, quelles qu'elles soient, la tâche est lourde. Un bon chef, c'est une bonne équipe. Vous ne pouvez pas être un bon chef si vous n'avez pas une belle équipe, une équipe qui vous dit les choses telles qu'elles sont, une équipe qui vous dit la vérité. Donc moi, c'est au niveau de l'hôpital. Je peux voir ce qu'on peut gérer comme non-dit, comme manquement, des personnes qui tirent la couverture de leur côté, qui ne vous disent pas toujours la vérité. Combien de fois à l'échelle d'un pays? Donc je pense qu'il a une lourde responsabilité qui fait que moi, à ma petite échelle, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, donc je dirais que ce n'est pas un rapport personnel, je ne peux pas vous le dire, mais je dirais que c'est un rapport professionnel, politique, pour l'aider à accomplir la tâche immense qu'il a pour le peuple camerounais, parce que comme je vous dis, à l'échelle d'un hôpital, quand je vois les enjeux, combien de fois au niveau d'un pays comme le Cameroun, et voilà, donc je me suis engagée à ses côtés pour apporter cette petite contribution. Et je pense que si tous les Camerounais, si on mettait chacun nos rancœurs, nos colères, nos frustrations de côté, nos égos personnels, nos petits intérêts personnels, si on privilégiait l'intérêt général au service public, je crois que le Cameroun irait mieux. Et c'est ce qu'on répète toujours, même aux instants du RDPC, qu'on répète toujours, même à l'intérieur du RDPC, de faire attention à l'éthique, aux valeurs que nous véhiculons. D'où la différence entre le RDPC, qui est le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir, et quelques petits égarements d'individus qui peuvent salir l'image de ce parti. J'ai envie de dire ici que le RDPC, ce n'est pas seulement des personnes qui détournent des fonds publics, c'est aussi des hommes et des femmes qui ont des valeurs, qui ont le sens du service public, de l'intérêt général, qui doit être renforcé pour construire le Cameroun de demain, si on veut avoir une émergence telle que l'a pensé le président Paul Biya. Vous êtes bien au fait de la politique au Cameroun. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe actuellement au Cameroun, la situation politique qui paraît tendue? Eh bien, écoutez, le Cameroun, comme tous les pays du monde, comme tous les pays d'Afrique, fait face à des foyers de crise, une crise sécuritaire au nord-ouest du Cameroun, une crise au sud-ouest, qui pour ma part, je pense, est due à plusieurs facteurs. Les origines de la nation même Cameroun, comme vous savez, lors de la colonisation, le Cameroun a été segmenté par les anciennes puissances, de l'Allemagne à la Grande-Bretagne en passant par la France, qui se sont partagés au territoire camerounais avec quelquefois des frontières et de peuples qui ont été divisés, des peuples parfois fraternels. Une crise au nord, dans le septentrion, une crise
dû au terrorisme. Vous savez que le terrorisme est international, donc c'est pas seulement le Cameroun, même si ce genre de crise prennent le terrain avec quelquefois des situations sociopolitiques, des situations particulières de complexité. Voilà, donc c'est pas un secret que cette crise secoue l'unité nationale et l'indivisibilité du Cameroun. Donc voilà, je pense que les autorités camerounaises s'attellent à la résoudre, même si ça a pris un peu de temps et que les crispations sont de toutes parts. J'espère, puisque c'est une situation pour moi que j'évoque avec beaucoup de tristesse, que tout ce qui est mis en place par les autorités camerounaises et même par les membres de la diaspora, puisque nous avons notre rôle à jouer là-dessus, plutôt que de tirer les ficelles, je pense qu'il est aussi de notre responsabilité d'apaiser et d'aider les autorités camerounaises à arriver à bout de cette crise. Je pense que ça a assez longtemps duré et qu'elle a fait beaucoup de mal au peuple camerounais, puisque finalement ce sont des citoyens camerounais qui en payent le plus fort. Et c'est ce qu'on appelle la crise anglophone. C'est ce qui est dit, la crise anglophone. Je pense que, comme je vous disais, les origines sont multifactorielles. Il y a l'histoire du Cameroun, il y a aussi, à un moment donné, vous savez, quand vous êtes minoritaire, rappelons quand même que la partie anglophone, c'est 20% des Camerounais qui ont choisi de se rattacher au Cameroun plutôt qu'au Nigeria. Donc, ils peuvent avoir des frustrations identitaires, des frustrations au niveau des représentations. Je pense que les autorités camerounaises ont mesuré la gravité de la chose, avec l'accompagnement aussi de membres de la diaspora, de toutes les personnes, de toutes les forces vives, cette crise va arriver à trouver une solution. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du tribalisme ? La diaspora camerounaise paraît un peu divisée sur les réseaux sociaux sur cette question. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun à ce niveau-là ? Écoutez, c'est une tristesse. Le tribalisme évoque différence d'ethnie. Au Cameroun, on en a 250. Comme vous dites, sur les réseaux sociaux, il y a une qui est majoritairement visée, l'ethnie du président Doumbouya, les Boulous, si vous êtes un petit peu au courant. Contre l'ethnie majoritaire pour un parti de l'opposition, ce qui est dommage. Je pense que la politique aujourd'hui ne doit pas s'arrêter au niveau ethnique. Nous devons penser construction nationale. Donc voilà, malheureusement, au lendemain de la dernière élection présidentielle du 7 octobre 2018, le tribalisme s'est accentué, même si on avait déjà quelques petites bribes tribaliste quand même, hein. Ça existe, tant qu'il y aura des hommes, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais je pense que la tournure que les événements prennent aujourd'hui, moi j'ai pas envie qu'on arrive à des situations dont je ne veux même pas me souvenir, entre tribus. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment quelque chose qui nous occulte, qui occulte les vrais problèmes du Cameroun. Je pense que les vrais problèmes du Cameroun aujourd'hui, c'est la planification, c'est la politique santé, c'est la certification des établissements, c'est la comptabilité publique. Voilà, c'est de reconstruire en fait ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et le tribalisme, tant qu'on raisonnera en tant que tribu, écoutez, on sera à côté des problèmes de développement du Cameroun, on divisera plutôt que d'unir. Et je pense qu'il est vraiment temps que même sur les réseaux sociaux qui sont supposés déplacer l'épicentre de la démocratie, parce que je pense qu'on est passé aujourd'hui vraiment de la démocratie classique à la démocratie médiatique avec ces réseaux sociaux. Je pense qu'on a intérêt à ce qu'ils soient utilisés à bon escient plutôt que de faire de l'apologie du tribalisme. Voilà ce que je pourrais vous dire sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a des femmes qui s'emparent de ces questions au niveau local, des femmes politiques que vous connaissez ou que vous admirez? Qu'est-ce qui se passe en politique avec les femmes écoutez, la politique, je crois que vous me posez la question de l'impact des femmes en politique. Déjà, est-ce qu'il y en a en fait? Il y en a, puisqu'il y a des femmes qui sont des braves politiciennes, qui dirigent des associations, des ONG, qui sont des grands employeurs. Je pense que la situation de la femme en politique en Afrique
et ressemble à la situation de la femme en politique dans le monde entier. Même en France où nous nous trouvons, les femmes ont acquis leurs droits politiques un peu plus tardivement que les hommes. Donc en Afrique encore, où la femme, bien qu'elle ait un statut particulier, est encore considérée un petit peu comme victime d'inégalité, de plus de pauvreté, voilà. Donc je pense que la femme en politique va devoir s'imposer. Voilà, quand je vous dis ça, ça part déjà de l'éducation, de la formation de la femme, des moyens qu'elle se donne pour réussir en politique, pour avoir les mêmes responsabilités que les hommes. Il n'y a pas qu'en politique, même dans le domaine professionnel. Les femmes sont souvent dans des rôles subalternes. Voilà. Et les postes à responsabilité, plus on monte sur l'échelle sociale, moins il y en a. Voilà. Donc je pense qu'elles ont intérêt à déjà avoir confiance en elles, à prendre le taureau par les cornes, parce que ce ne sont pas les hommes qui vont venir nous donner le pouvoir. Le pouvoir s'arrache, comme vous le savez. Elles ont intérêt à avoir confiance en elles. Alors moi, c'est assez symptomatique quand on regarde les débats télévisés en politique. On voit souvent des plateaux masculins. Alors on se demande où sont des femmes. Je pense qu'il faut qu'elles s'autorisent à avoir confiance en elles, à l'ouvrir plutôt que de rester en arrière-plan, à pouvoir exprimer leurs opinions en toute liberté. Il y a aussi l'influence de la société. Vous savez, il y a des préjugés. Voilà, je pense que les choses évoluent, qu'il y a de vraies Amazones qui travaillent pour que les choses changent. Vous pouvez nous en citer ? Je pense à Madame Défaut, comme ça, qui fait des ateliers pour que les femmes aient confiance en elles. Je pense à quelque chose que Madame Chantal Biya a mis en place pour la formation informatique des femmes. Je pense que ça les aide aujourd'hui. Être analphabète, ce n'est plus de ne pas savoir lire et écrire, c'est de ne pas savoir utiliser son téléphone portable ou un ordinateur. Donc je pense que des initiatives comme celle-là peuvent aider les femmes. Je pense aussi qu'il ne faut pas qu'elles soient mères, qu'elles élèvent des hommes, qu'elles les conseillent, qu'elles conseillent des grands présidents de la République, qu'elles leur donnent des conseils, mais en back-office et que par derrière, qu'elles ne soient pas reconnues. Et voilà, je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'elles prennent le taureau par les cornes, qu'elles s'imposent, qu'elles aient confiance en elles, tout en gardant leur féminité. Parce que être en politique ne signifie pas qu'on ne reste pas une femme avec toute la fragilité, toute la féminité qui va avec. Donc je pense que c'est à elles de faire leur petit chemin, leur petit bout de chemin, que rien ne leur sera donné. Alors on peut avoir des choses comme la parité, des quotas, ça monte à l'Assemblée nationale, ça monte dans les ministres. Vous savez, je dis toujours que les femmes, elles sont beaucoup plus douces dans leur douceur, dans ce qu'elles font. J'ai mes petits exemples que je ne vous donnerai pas. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour une dame dans le gouvernement qui est ministre de la promotion de la femme. Je ne citerai pas son nom, même si j'ai beaucoup d'admiration pour elle, qui fait des choses extraordinaires. La lutte contre l'exclusion, voilà, elle essaye de garder des familles unies. Je pense que des initiatives comme celles qu'elle prend sont... et puis valoriser les choses que les femmes font, qu'elles ne soient pas toujours là à entendre que c'est qu'elles ne font pas. Et je pense aussi qu'elles sont victimes de plein de choses, de la violence, des crises. Elles sont souvent monnaie d'échange dans les conflits armés. Je pense que la situation de la femme gagnerait aujourd'hui à être changée et qu'elle-même s'empare des sujets qui les concernent. Voilà ce que je vous dirais en faisant une extension de la politique à la femme en général. Puisque vous m'interviewez, je suis une femme, donc vous comprenez que c'est un sujet qui me passionne au plus haut point. Et pourquoi ne pas citer son nom d'ailleurs ? Marie-Thérèse Benondois, qui est ministre de la promotion de la femme et de la famille. D'accord. C'était pour ne pas faire des jalouses. Même s'il y en a qui sont dans de la recherche scientifique que j'admire, parce que moi je n'ai jamais été bonne en maths, donc celles qui sont... Il y en a une aux télécommunications, à la recherche scientifique, elles occupent des postes aux enseignements secondaires. Moi, je les trouve formidables de pouvoir être belles, garder leur féminité, de faire tout ce qu'elles font. Je leur dis chapeau. Et on a intérêt à avoir de plus en plus de femmes qui prennent des postes de responsabilité que le président Paul Biya nomme
à ces fonctions-là. Je pense que ça peut servir pour les jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, pour nos internautes qui sont scotchés, j'espère, pour écouter notre émission. Et c'est ce qui est en train de se passer? Je pense qu'il y a quelque chose qui change, que les jeunes filles ont compris que c'est pas seulement en trouvant un gentil mari qu'on va changer sa destinée. Encore qu'il faut qu'il vous garde, parce que le jour où il vous lâche, il faut que vous soyez capable de vivre par vos propres moyens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui nous a toujours dit qu'on pouvait accoucher, être une femme et avoir une carrière, je le cite pour le coup. Je dis aujourd'hui merci papa, parce qu'on peut accoucher, avoir une carrière et être une femme politique, ou même être une femme d'influence. On espère bien en tout cas pour le Cameroun. En tout cas, on a intérêt à... Vous savez, il y a un problème chinois qui dit que la société est comme une charrette, elle a 2 roues. Si on laisse les femmes aérer, la société est déséquilibrée. Je crois qu'il est temps qu'on écoute ce genre de proverbe et que les femmes soient l'équilibre, l'autre roue de la charrette, pour pouvoir faire avancer la société camerounaise. Voilà ce que je vous dirais avec un peu d'humour. Pour revenir sur la crise anglophone, est-ce que vous pensez, et les membres de votre parti, qui devraient se rendre sur place dans les régions concernées pour apaiser les tensions? Est-ce que ça aiderait? Je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais qu'aujourd'hui, puisque toutes les personnes qui ont été envoyées, on n'a pas eu de résolution, pour avoir rencontré le président Paul Biya le 4 février 2013, le président Paul Biya a quelque chose en lui, quand vous le rencontrez, c'est un homme qui rassure, qui apaise, qui est humble et il dégage vraiment quelque chose qui apaise la colère. Moi, quand je l'ai rencontré, j'attendais de voir. Pour moi, c'était un homme mythique j'avais une colère au fond de moi. J'avais mon père qui était parti de la BIAO, une banque camerounaise, une belle vie qui était mise à la poubelle. Donc je me demandais comment j'allais l'aborder, puisque vous savez, on a tous les Camerounais, soit une frustration, soit une colère par rapport à un événement qu'on a eu. Voilà, donc je l'ai rencontré avec toutes ces appréhensions. C'est aussi une manière de dire aux Camerounais que on a 2 choix dans la vie. Soit on garde ses colères, ses frustrations, soit on essaye de les utiliser pour avancer, pour construire quelque chose de positif. Donc c'est vraiment un témoignage quand moi je l'ai rencontré. Donc j'avais toutes ces choses qui me gênaient. Ce papa qui était parti de la belle vie que j'avais. J'étais devenue chef de famille du jour au lendemain. Voilà, donc il a réussi, il a quelque chose qui fait que même si on a des préjugés à son égard, il a réussi à m'apaiser, à me faire adhérer à la construction du Cameroun plutôt que de rester dans des choses négatives. Donc j'ai positivé cette colère, d'où mon engagement à ses côtés pour construire le Cameroun. Donc je ferai le même appel aux Camerounais qui m'écoutent aujourd'hui. Je pense qu'il a quelque chose qui peut apaiser. S'il met les pieds à cet endroit, je pense que cette chose, vraiment, cette manière d'expliquer ce qu'il veut pour le Cameroun, ce sens de l'apaisement qu'il a, en tout cas pour le bien qu'il m'a fait. J'étais pas toute seule à avoir cette impression, on était quand même une vingtaine. On est ressorti de cette audience avec la même sensation. Je pense qu'il a quelque chose, rien qu'à le voir, qui peut apaiser si jamais il décidait de se rendre dans cette zone. Voilà. Que les autres n'ont pas, que les membres de son gouvernement n'ont pas, mais que lui, il a de manière particulière. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je sais qu'il a quelque chose qui est apaisant et qui rassure quand vous l'avez en face de lui. Apparemment, avec la crise qui persiste, la rentrée scolaire se voit impactée dans ces 2 régions et elle est incertaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette rentrée scolaire et est-ce qu'elle va pouvoir se faire et les mesures du gouvernement? Écoutez, vous avez dû écouter la conférence de presse du ministère de la Communication le 26 août qui rassurait sur les mesures gouvernementales, notamment les mesures sécuritaires et les mesures administratives prises pour que la rentrée se passe dans de meilleures conditions. Mais je dois dire qu'avec plus de 4500 écoles fermées, des attaques l'année dernière, depuis janvier 2019 jusqu'à août 2019,
c'est un climat de tension et je pense que les autorités camerounaises ont mis tout en place pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions, même si ce n'est pas un cadre idéal pour les élèves de pouvoir retourner à l'école en entendant des balles. Et puis il y a aussi, je pense, la condamnation des principaux protagonistes, notamment M. Ayouk Tabou, qui a été condamné avec ses 20 co-détenus qui ont mis le feu aux poudres, je pense. Donc, comme vous me demandiez tout à l'heure, je pense qu'il y va de tout Camerounais qui aime le Cameroun, de pouvoir se dire que nous ne gagnons rien à crouler sous les balles, ni nos enfants, ni même les populations camerounaises, et qu'il est temps que cette crise trouve des solutions. Et alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur M. Ayouk, qui est leader sécessionniste, qui a été condamné? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette condamnation, sur votre sentiment? Écoutez, je pense que cette condamnation restaure un petit peu l'autorité et la force jugée à l'État camerounais, parce qu'il y a quand même des violations graves. Donc ce monsieur est instigateur, même malgré le fait qu'il a des raisons qu'il pense être valables. Mais je pense que dans un État, on ne peut pas accepter que certaines choses, certaines images, certaines choses soient perpétrées, et que cette condamnation, ma foi, restaure un petit peu l'autorité de l'État, même si pour moi je pense que c'est une étincelle qui a relancé la violence et de plus belle qui nous faut plus. Pourtant, certains Camerounais pensent que sa condamnation sape l'idée du dialogue et de l'apaisement des tensions. Vous savez, vous me demandez ce que je pense de cette situation. Je vais vous dire ce que je pense de cette situation. Les Ivoiriens qui nous interpellent en tant que personnages politiques du Cameroun, de l'Afrique, nous disent faites attention, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Il n'y a pas de fabrication d'armes en Afrique. Donc, on va se tuer les uns les autres, on va créer un chaos, on va mettre nos villes, nos frères et sœurs, on va se mettre à feu à sang. Mais à un moment donné, je pense qu'on ne peut rien bâtir dans la violence, même si quelquefois ça peut traduire nos souffrances, des choses non réglées, des choses... Voilà, donc moi je dirais qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas reproduire des Rwanda bis, voilà, la Côte d'Ivoire bis. Écoutons ceux qui sont passés par là, ou de la Centrafrique, et sachons avoir raison garder. Voilà, je pense que la tension c'est très bien à un moment, mais il faudrait un jour qu'on s'asseye entre Camerounais et que nos problèmes trouvent des solutions si on veut un temps soit peu que le monde aille bien et que les pays africains se développent, parce qu'on ne gagne rien à avoir des conflits armés. Il y a des chaînes de violence, après il y a des conséquences, des effets collatéraux, des crises sanitaires, de l'immigration, voilà, il y a du trouble dans le monde. Donc je pense qu'on a intérêt à trouver des solutions aux conflits auxquels nos nations peuvent faire face. Voilà ce que je veux dire. Et est-ce que vous savez quelle est la ligne politique qui va être adoptée par le président Paul Biya? Est-ce qu'il va lui accorder peut-être la grâce Écoutez, je ne suis pas dans la tête du président Paul Biya, mais je sais que le président Paul Biya est un homme de sagesse, est un homme de paix, un homme d'apaisement, de dialogue. Je sais qu'il en a la compétence, il a un pouvoir discrétionnaire de gracier des prisonniers, mais je sais qu'il va apprécier l'opportunité en fonction du contexte aussi et du prétexte qu'il pourra avoir pour gracier ou pas M. Ayouk. Je ne suis pas dans sa tête, donc tout ce que je sais, c'est qu'il va en apprécier l'opportunité, il va évaluer le prétexte qui peut lui permettre de gracier M. Ayouk ou pas en fonction des désordres à venir ou déjà causés ou du dialogue. Mais je sais que
tel qu'il est un homme de paix, si c'est la condition pour qu'il y ait la paix au Cameroun, je pense qu'il se penchera sérieusement sur la question. Et vous comptez, on va revenir un peu sur vous, est-ce que vous comptez occuper des fonctions politiques, comme par exemple un mandat de député ou de maire? Alors, c'est une question que vous me posez là, qui a des réponses plutôt juridiques. Peut-être que cette réponse va me permettre de revenir sur une question, je vous regarde, qui vous taraudait de savoir comment j'ai fait pour partir de la santé à la politique. Je dirais plutôt que c'est de la politique à la santé que je suis partie, parce que je vous disais que ça faisait 23 ans que j'étais femme politique, que j'étais au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et ça fait 15 ans que je suis directeur d'établissement sanitaire. Donc vous voyez que mon parcours politique est antérieur au parcours dans la santé. Les réponses sont politiques et juridiques. Politiques parce que les membres de la diaspora de la section France Nord sont bloqués par une condition de résidence. Donc, au jour d'aujourd'hui, je réside en France. C'est difficile, sauf s'il y a des modifications express des textes, que je puisse me présenter en mandat de député au Cameroun. Il y a une condition de résidence et un certain temps, étant donné que vous me parlez à Corbeil-Essonnes, donc ce serait difficile que d'ici les prochaines élections, je puisse remplir cette condition, à moins que je me présente pour être député suppléant, mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas fait les démarches. Maintenant, pour les municipales, c'est pareil, il y a une condition de résidence, vous savez que ce sont des élections locales, qu'il faut quand même que vous soyez connu, même si je suis connue dans ma localité, parce qu'on n'a pas seulement une seule localité, j'ai la localité de la famille paternelle de mon père, j'ai la localité de la famille maternelle, la famille paternelle étant une famille de chefferie, donc il y a au moins 2000 personnes dans ma famille, ce qui signifie que même si je ne me présente pas, j'ai quand même une influence directe ou indirecte sur les électeurs, puisque quand ils me voient au RDPC, c'est ma famille, donc quelquefois, même à quelques différences près, on partage les mêmes valeurs et souvent nous avons une influence économique aussi indirecte sur nos électeurs. Donc vous me posez la question, je ne briguerai pas de mandat, sauf si le RDPC fait une exception pour des conseillers municipaux qui peuvent être membres de la diaspora. Ce que nous demandons aux instances du parti, il faut vraiment que nos instances du parti s'y penchent, parce que pas d'intérêt, pas d'action, ça permettra aux militants des sections extérieures de continuer à se mobiliser, d'avoir une légitimité dans ce qu'ils font et de pouvoir répondre aussi du bilan de gestion des autorités camerounaises, même si nous sommes en gestion au gouvernement sans y être. Voilà de manière un peu plus complète comment je pourrais vous répondre. Et alors on va revenir un peu sur l'apport politique de la diaspora. Oui. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander comment vous arrivez en fait à impacter le développement au niveau local au Cameroun. De manière automatique, parce que je suis une fille d'un clan, d'une tribu, d'un village, d'une ville, d'un département. Donc forcément, écoutez, on s'occupe de nos familles, nous construisons des maisons, voilà, toute la vie de cohérence, de politique, de cohérence sociale qui va avec les attributs qu'on peut avoir quand on vient d'une famille, d'un clan, d'une tribu. Et souvent, c'est des grands clans, c'est des grandes familles, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi NUTT, ces investissements familiaux, il y a des investissements communautaires. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du Forum international de la santé. C'est un impact où j'ai pu apporter mon expérience, mon expertise à l'hôpital, de directeur d'établissement sanitaire, d'administrateur de santé, voilà, au jour le jour. Et il y a aussi, à travers des actions politiques, il nous est arrivé de faire des dons de matériel médical, de faire des campagnes de soins, de faire des dons de médicaments, de faire des conférences à l'occasion de la journée de la femme. Donc je pense que tout ça
permet de faire des interfaces entre la France et le Cameroun. Et ma foi, je pense que autant la France que le Cameroun, ils ont besoin des personnes comme nous, qui connaissent les deux cultures, qui soient capables de faire le pont entre les deux cultures, les deux civilisations, des personnes métissées, qui pour le coup prennent le vivre ensemble, pas seulement font du vivre ensemble, pas seulement un slogan politique, mais qui font vivre ce vivre ensemble, et au niveau local, et au niveau régional, au niveau continental, je dirais même, et même au niveau international, avec les réseaux que nous avons en France, les réseaux de collègues, les réseaux partenariats. Quand je suis allée faire le Forum international de la santé au Cameroun, il y avait la Fédération hospitalière de France. Vous voyez que voilà, c'est amener aussi un apport, un regard extérieur de l'expertise au niveau du Cameroun. Donc forcément que nous contribuons de manière directe, de manière indirecte, de manière qu'on le veuille ou non, même si nous n'avons pas de mandat électif direct. Et vous pensez que les personnes de la diaspora peuvent contribuer à calmer aussi la tension qui se passe actuellement ? Oui, en faisant des appels au calme, en se radicalisant de moins en moins, en évitant de basculer dans la violence, dans l'aigreur, dans la frustration. Même si je vous dis que je peux comprendre que la résilience soit difficile pour certains, on a tous, d'une manière ou d'une autre, une chose qui fait qu'on peut en vouloir au gouvernement, mais je pense aussi qu'on a chacun notre part de responsabilité dans la construction du Cameroun, que c'est pas seulement, puisque votre émission s'appelle Regard citoyen, donc avant d'être une femme politique, je pense qu'on est chacun un citoyen, et citoyen veut dire construire la cité, donc gardons ce regard citoyen pour pas qu'on remette toute la responsabilité, toute la faute seulement au gouvernement. Je pense que chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour l'évolution du Cameroun et pour apaiser ces tensions, et encore plus la diaspora. Et vous pouvez nous dire un peu les initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour l'apaisement de la situation ? Oh, alors là, il y a toute une batterie de mesures que je ne vais pas égrener ici. Si vous me suivez, on a fait des émissions et des émissions sur la crise anglophone. Il y a des concours administratifs qui ont été organisés pour des membres de cette partie-là. Il y a la commission de promotion de multiculturalisme, de bilinguisme. Il y a plein de mesures. Il y a des détenus qui ont été libérés une première fois, une deuxième fois. Enfin, depuis que ça dure, depuis 3 ans maintenant, le gouvernement a tellement pris de mesures. Aujourd'hui, on se dit peut-être que ce n'était pas les bonnes réponses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'approche. Vous savez, c'est comme à l'hôpital. Moi, je dis souvent qu'un pays, c'est comme à l'hôpital. Si vous venez avec une fièvre, des symptômes, il faut qu'on diagnostique la maladie. La maladie, il faut qu'on diagnostique la pathologie que vous avez. Si vous n'avez pas le bon diagnostic, eh ben, vous n'avez pas le bon traitement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'on n'est plus au diagnostic, on a diagnostiqué les maux, les causes de cette crise, qu'on est aujourd'hui à essayer d'avoir un bon traitement, et puis une bonne cure pour qu'on sorte de là une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il y a des méthodes de résolution des conflits. Il y a, alors au niveau de la diaspora, moi je voulais proposer ce qu'on peut appeler une commission de résolution des membres de la diaspora. Voilà, que nous essayons plutôt que de critiquer tout parti confondu, parce que ce n'est plus une question de parti politique. Là, c'est vraiment l'essence, c'est vraiment la nature même de la maison Cameroun qui brûle. Donc je pense que c'est au-delà des considérations politiques, c'est vraiment de la citoyenneté qu'on parle, de l'essence même de notre maison Cameroun pour qu'elle arrête de brûler. Que c'est une question sérieuse qui va au-delà des partis politiques ou des appartenances ou pas, ou à tel ou tel parti. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle brûle encore, cette maison, alors ? Elle brûle parce qu'il y a des gens plutôt qui ont intérêt à ce que ça brûle déjà. Il y a des récupérations de part et d'autre. Et je pense qu'elle a assez brûlé, qu'il est temps maintenant qu'on éteigne ce feu et qu'on se mette ensemble, que de la diaspora, autant nos compatriotes de la diaspora auxquels je fais partie, du nord au sud, des États-Unis à l'Amérique, de Belgique, de partout, de la Grande-Bretagne, voilà, et du Cameroun même à l'intérieur, qu'on s'asseye et qu'on arrête d'incendier notre maison nous-mêmes. Voilà. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux internautes qui nous regardent, une question que j'aurais omise et que vous aimeriez mentionner maintenant ?
Nous avons un beau pays qui est envié de tous, nous avons des compétences. Ne nous laissons pas détruire les uns les autres, nous risquons de faire du Cameroun un désert, un enfer. Nous avons besoin d'un Cameroun qui soit le paradis. Où qu'on soit, on est bien que sur la terre de ses ancêtres. Au bout d'une vingtaine d'années en Europe, de plus d'une vingtaine d'années en Europe, on est bien chez soi. Le Cameroun est un beau pays, ne le détruisons pas, faisons en sorte les uns et les autres que le Cameroun devienne le paradis que nous voulons qu'il soit. Ce n'est pas simplement l'affaire du président Paul Biya ni du gouvernement camerounais, c'est aussi l'affaire de chaque citoyen. Puisque votre émission s'appelle Regard des citoyens, dont je vais chuter en utilisant aussi le titre de votre émission, ayons tous, chacun envers le Cameroun, un regard de citoyen et un acte citoyen. Et nous avoir un peu plus éclairé sur la situation au Cameroun. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne. Regard citoyen recevait cet après-midi Madame Lehmann. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et regardés et à bientôt sur taramagazine.fr.